L'affaire Jeffrey Epstein, une affaire qui a secoué le monde entier, une affaire de pouvoir, de richesse et de crimes sexuels d'une ampleur effroyable. Jeffrey Epstein, financier milliardaire, voyageait parmi les puissants, politiciens, célébrités, têtes couronnées. Mais derrière ce luxe et cette influence se cachait un réseau de manipulation et d'abus inimaginables. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Jeffrey Epstein, comprendre comment un homme a pu échapper à la justice pendant des années et pourquoi son nom continue de hanter le monde. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? Oh, I don't feel like I'm divulging any secrets here, right? L'affaire Jeffrey Epstein commence avec un homme qui pendant longtemps a semblé sortir de nulle part. Jeffrey Epstein était officiellement un financier américain, né en 1953 à Brooklyn. Il n'a jamais dirigé de grande banque, jamais fondé de fonds d'investissement mondialement connus. Et pourtant, il a vécu comme un milliardaire. Propriété de luxe à New York, en Floride, au Nouveau-Mexique, à Paris, un jet privé, surnommé plus tard le Lolita Express, et surtout une île privée dans les Caraïbes. Epstein évoluait dans les cercles les plus fermés du pouvoir mondial, au point que beaucoup se demandèrent déjà d'où vient vraiment son argent. Sa trajectoire intrigue dès le départ. Dans les années 1970, Epstein commence comme professeur de mathématiques dans une école privée prestigieuse, sans diplôme universitaire officiel connu. Très vite, il quitte l'enseignement pour la finance et se rapproche de personnages extrêmement riches. À partir de là, son ascension est fulgurante mais opaque. Il devient gestionnaire de fortune pour des milliardaires, affirme travailler uniquement pour un cercle ultra restreint de clients et entretient un mystère total sur ses activités réelles. Ce flou va devenir une constante de sa vie. À partir des années 1990 et 2000, Epstein est partout où se trouve le pouvoir et l'influence. Il est photographié avec des présidents, des anciens chefs d'État, des membres de familles royales, des scientifiques de renom, des stars et de grands patrons. Il organise des soirées privées, finance des projets scientifiques, se présente comme un mécène. Tout cela lui donne une image de respectabilité et surtout un immense réseau de relations. Un réseau qui, plus tard, nourrira une question centrale de l'affaire. Comment un homme accusé de crimes aussi graves a-t-il pu être protégé aussi longtemps? Les premières alertes sérieuses apparaissent au milieu des années 2000 en Floride. Des jeunes filles, parfois mineures, racontent avoir été recrutées pour des massages dans la luxueuse villa d'Epstein à Palm Beach. Le scénario est souvent le même. Une adolescente est payée en liquide, puis encouragée à ramener d'autres filles. Peu à peu, la police découvre qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un système organisé. Les témoignages se multiplient, décrivant des abus sexuels répétés, un environnement contrôlé et un homme qui semblait agir sans aucune crainte des conséquences. En 2005 et 2006, l'enquête locale devient sérieuse. La police de Palm Beach rassemble des dizaines de témoignages et recommande des poursuites lourdes. À ce moment-là, Epstein risque théoriquement une peine de prison très importante. Mais c'est ici que l'affaire prend une tournure incompréhensible pour le grand public. En 2008, Epstein conclut un accord judiciaire extrêmement controversé avec les procureurs fédéraux. Au lieu d'être poursuivi au niveau fédéral pour trafic sexuel de mineurs, il plaide coupable pour des chefs d'accusation beaucoup plus légers au niveau de l'État de Floride. Résultat, une peine de prison étonnamment clémente. Environ 18 mois dont il ne purge qu'une partie, avec un régime très souple lui permettant de sortir de prison plusieurs heures par jour pour aller travailler. Cet accord inclut également une clause de non-poursuite fédérale, qui protège non seulement Epstein, mais aussi d'éventuels complices non nommés. Cet élément deviendra l'un des aspects les plus choquants de l'affaire. Pour beaucoup, cet accord ressemble à une protection exceptionnelle accordée à un homme extrêmement puissant. Pourquoi a-t-il été protégé? C'est l'une des grandes questions qui entourent Jeffrey Epstein. Certains avancent son immense réseau d'influence, d'autres parlent de pression politique, d'autres encore évoquent le fait qu'il possédait des informations compromettantes sur des personnes très puissantes. Ce qui est certain, c'est que cet accord judiciaire lui permet de reprendre une vie presque normale après sa condamnation. Pendant plusieurs années, il continue de voyager, de fréquenter l'élite mondiale et de maintenir son image publique malgré son statut de délinquant sexuel enregistré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À partir de 2015, des journalistes, notamment du Miami Herald, rouvrant le dossier.
Ils enquêtent sur les victimes, sur l'accord de 2008, et mettent en lumière l'ampleur des abus ainsi que les failles du système judiciaire. Cette enquête médiatique relance l'affaire au niveau national. Les victimes, longtemps réduites au silence, commencent à être entendues. La pression médiatique et politique devient de plus en plus forte. En 2019, tout bascule. Jeffrey Epstein est arrêté de nouveau, cette fois par les autorités fédérales, et inculpé pour trafic sexuel de mineurs et complot. Les charges sont graves, et les risques de condamnation bien plus lourds que lors de la première affaire. Epstein plaide non coupable, mais il est placé en détention provisoire dans une prison fédérale de New York. Pour la première fois, il semble réellement pris au piège. Beaucoup pensent alors que le procès à venir pourrait révéler des noms, des réseaux et exposer des liens compromettants au plus haut niveau. Mais le 10 août 2019, un événement vient bouleverser définitivement l'affaire. Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités concluent à un suicide par pendaison. Immédiatement, les doutes explosent. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas correctement. Les gardiens n'auraient-ils pas effectué leur ronde. Epstein avait déjà été retrouvé blessé quelques semaines auparavant dans sa cellule. Pour l'opinion publique, trop d'éléments semblent incohérents. Sa mort met fin aux poursuites contre lui, mais elle ouvre une nouvelle phase de l'affaire. Une phase dominée par les questions, la colère et la méfiance. Pour beaucoup, Epstein était un homme qui en savait trop. Sa disparition empêche un procès public, empêche l'exposition complète de son réseau et laisse les victimes sans véritable conclusion judiciaire face à leur agresseur principal. Après sa mort, l'attention se tourne vers ses complices présumés. Ghislaine Maxwell, proche collaboratrice et ancienne compagne d'Epstein, est arrêtée en 2020. Elle est accusée d'avoir participé activement au recrutement et à l'exploitation de jeunes filles. En 2021, elle est reconnue coupable et condamnée à une lourde peine de prison. Sa condamnation confirme officiellement que le système Epstein ne reposait pas sur un seul homme, mais sur un réseau. Aujourd'hui encore, l'affaire Jeffrey Epstein continue de hanter l'opinion publique. Des documents judiciaires sont progressivement rendus publics. Des noms apparaissent, parfois sans accusation formelle, mais suffisants pour alimenter le débat. Il est important de le rappeler. Être cité dans des documents ou des contacts ne signifie pas automatiquement culpabilité. Pourtant, le sentiment général reste le même. Cette affaire symbolise l'idée qu'un homme riche et puissant a pu exploiter des mineurs pendant des années, tout en bénéficiant de protections inhabituelles. L'affaire Epstein n'est pas seulement l'histoire d'un criminel sexuel, c'est aussi celle d'un système qui a failli, un système judiciaire qui a fermé les yeux, un système social où le pouvoir et l'argent peuvent parfois ralentir, détourner ou affaiblir la justice. Et c'est précisément pour cela que des années plus tard, son nom continue de provoquer malaise, colère et fascination. Parce qu'au fond, la question reste entière. Si Jeffrey Epstein n'était pas mort ce jour-là, qu'aurait-il révélé ?